Méran, entrepôt d'alimentation. Méran, la qualité restauration, ouvert à tous sans carte de membre. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Sophie Ginou et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à la première série de podcasts du magazine Détaillant Alimentaire. Pour cette première série d'épisodes, nous avons décidé de traiter des épiceries qui vivent en ce moment une transition sans équivoque et en mode accéléré par un certain nombre de facteurs que les innovations et, faut-il aussi le dire, la pandémie de Covid-19 a exacerbé. Modernisation et automatisation de la filière, multiplication des produits et des services, essor de l'offre en ligne, nouveaux besoins des consommateurs. Autant de notions liées à de nouveaux besoins et à un marché en évolution rapide auquel les épiciers du Québec doivent s'adapter. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un secteur dont on parle de plus en plus, ou une notion dont on parle de plus en plus, il s'agit du shop-in-shop. Qu'est-ce que c'est exactement le shop-in-shop ? Quand on parle de shop-in-shop, on va évoquer la spécialisation des départements, les sous-traitants et la sous-traitance en général, ainsi que l'offre de prêt-à-manger. Alors voilà, c'est le menu du jour de cet épisode, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir deux experts aux perspectives différentes, puisqu'ils évoluent des deux côtés de l'Atlantique. Je vous présente donc Monsieur Philippe Gutzmann, consultant en grande consommation et agroalimentaire en France, ainsi que Monsieur Denis Gendron, consultant pour le secteur alimentaire canadien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence tout de suite, puisqu'on a un menu achalandé, un menu garni, comme on dirait au restaurant. Alors, la première question est la suivante. La spécialisation des départements, quels sont les défis et les impacts ? En fait, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années. Je vais essayer de rester plus sur l'alimentaire, mais ça concerne en fait tous les métiers. L'exacerbation de la concurrence, la professionnalisation finalement des commerçants en général, et l'arrivée au départ notamment des grandes surfaces spécialisées, ont nécessité que les commerçants plus généralistes et les alimentaires généralistes se professionnalisent eux aussi. Et acquièrent donc des savoir-faire, des compétences qu'ils n'avaient pas nécessairement. Vous savez, moi je le dis souvent, je l'ai vécu, j'ai été directeur d'hypermarché, et donc j'avais à la fois dans mes équipes, évidemment, je vendais des télévisions, je vendais des vêtements, je vendais de l'épicerie, mais je vendais aussi, j'avais des équipes boucherie, j'avais une vingtaine de bouchers qui coupaient la viande, j'avais un atelier boulangerie tout farine, on fabriquait le pain, un atelier pâtisserie. Et vous vous doutez bien que je n'étais pas compétent sur tous ces métiers de la même façon. Ça a amené à que la grande distribution, telle qu'elle a évolué, elle faisait plutôt bien son travail, mais de façon, je dirais, moyenne surtout. Or, la concurrence se densifiant, le moyen ne suffit plus, donc il a fallu se professionnaliser. Le sujet des commerçants en général, c'est de se dire, pour me professionnaliser, est-ce que j'ai les moyens humains, formation, compétences, grille de rémunération également pour monter le niveau, ou est-ce que j'ai peut-être plus de facilité à acquérir le savoir-faire, soit en achetant des entreprises qui ont le savoir-faire, soit pourquoi pas en faisant rentrer dans l'entreprise des spécialistes de ce métier qui vont le faire éventuellement mieux que moi. Ça, c'est le grand enjeu de cette spécialisation des départements que vous évoquez. Alors ça a un défi évidemment énorme de comment faire collaborer dans une même enseigne, sous un même toit, sous une même bannière, des effectifs, des personnels qui ne relèvent pas des mêmes entreprises, qui ne servent pas a priori nécessairement les mêmes clients. Il y a un sujet également de modèle d'affaires, parce que quand on travaille à plusieurs sous le même toit, c'est pas pareil que si on fait 100% du chiffre d'affaires tout seul. Enfin, ça amène beaucoup d'éléments de complexité qui peuvent rendre le magasin plus compliqué à manager, à gérer, à diriger, mais également qui peut améliorer l'offre pour le client, mais qui peut aussi le troubler. Parce que un magasin, pour moi, et on y reviendra je pense tout à l'heure,
Un magasin, pour moi, c'est un tout qui doit être cohérent de la porte d'entrée jusqu'à la caisse de sortie, et d'ailleurs jusqu'à l'expérience chez soi. Et quand on en fait un puzzle avec je dirais des commerçants différents à l'intérieur, avec des espaces, des shop-in-shop, comme on l'a dit, différents qui se juxtaposent dans le magasin, c'est pas facile d'exprimer une offre qui est complètement cohérente. Oui, on essaie de mettre en avant ces ajouts, ces nouveautés, et on essaie aussi de garder son offre centrale avec une expérience cohérente. Pas évident, effectivement. Monsieur Gendron, il y a aussi une autre notion ici dont on doit tenir compte, c'est la problématique de main-d'œuvre. Donc, j'imagine que dans le secteur alimentaire et secteur des métiers, justement alimentaire, on retrouve cette problématique-là. Pouvez-vous donc justement répondre à cette question sur la spécialisation des départements en lien avec la main-d'œuvre aussi? Sophie, vous avez entièrement raison qu'il existe une problématique, surtout dans l'ensemble du marché canadien et du Québec, où une pénurie de main-d'œuvre importante. Et surtout une pénurie de main-d'œuvre lorsqu'on parle de spécialité, de métier. Philippe y a fait référence là, avec les différents secteurs. Et puis, ça, c'est une réalité du marché. Donc, trouver les bonnes personnes avec l'expertise pour faire la transformation, la préparation des différents produits est un défi important. L'autre notion, puis le shop and shop, comme la thématique le soulignait au début, a eu certains débuts, mais il y a dans certains détaillants où ils ont tenté d'ajouter à l'intérieur de leur point de vente une boutique ou quelque chose de plus spécialisé, complémentaire à l'offre produit. Je dirais que certains ont tenté d'avoir d'engager le poissonnier de la poissonnerie locale et d'intégrer sa section. Mais ça a eu peu de succès parce que, justement, Philippe le mentionnait, toutes les problématiques d'opération, d'information, des salaires et tout ça, a amené que ces expériences-là n'ont pas été très concluantes et très positives. Ce qui a vraiment réussi à venir jusqu'à maintenant, en tout cas, quand je regarde là, le marché du Québec en particulier, les comptoirs à sushi, quand la mode du sushi a pris son envol, à peu près personne n'avait l'expertise, l'expérience, les connaissances. Et il y a deux entreprises qui se sont lancées à eux, genre louer un espace ou prendre un espace en magasin, fournir le personnel, s'occuper de la production, de la préparation et de la mise en marché de ces produits-là. C'est possiblement un des seuls exemples là, que je peux me penser pour lequel il y a un succès puis que ça fonctionne en termes de partenariat, parce que c'est vraiment, premièrement, un phénomène distinct. Et les employés qui travaillent dans ce secteur-là ne sont pas des employés du magasin. C'est vraiment un... Et l'autre chose qui ajoute à la problématique de pouvoir créer du shop and shop, beaucoup des détaillants sont syndiqués, ont des ententes syndicales, des ententes de travail, de conventions collectives, qui ont des restrictions assez importantes que lorsque vous voulez modifier ces ententes-là, ça veut dire parce que si vous décidez d'engager le poissonnier indépendant qui va avoir sa place, ça veut dire que vous allez devoir laisser certains employés. Donc, il y avait cette problématique-là qui venait s'ajouter au shop and shop et qui avait de l'influence. Oui, donc justement, on a déjà commencé la seconde question que je m'apprêtais à vous poser. La sous-traitance, quelle importance revêt-elle à l'intérieur du shop-in-shop et est-ce qu'elle va être amenée à l'avenir à en avoir encore plus? Je crois que ça va être un phénomène difficile. Est-ce qu'avec le temps, les choses vont être facilitées et que ça va pouvoir devenir une réalité? J'en doute. Premièrement, déjà, trouver les gens qui ont les compétences, c'est une chose. Donc, on parlait du problème de main-d'œuvre manquante. D'ajouter et de rajouter des complexités parce que c'est toute la complexité des sous-traitants
qui est payé, à quel taux horaire, qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi. Tout ça amène des complexités. Moi, je pense que en tout cas, de ce que je peux voir, les détaillants ont fait des fonds, des ajustements, mais pour des choses très précises. Puis je vais prendre un exemple au Québec, où on a vu IGA, pour ne pas les nommer, ou qui avait acheté une entreprise qui s'appelle Rachel Berry, qui est très spécialisée dans les produits naturels organiques, a décidé d'intégrer à l'intérieur des magasins un département appelé Rachel Berry pour les produits naturels organiques, pour lequel ils ont des employés du magasin qui font partie intégrante du personnel du magasin, mais qui sont spécialisés parce que ça prend l'expertise. Mais le défi qu'ils ont, dû aux grands horaires de travail, c'est d'avoir le nombre de personnes expérimentées pour couvrir les plages horaires et tout ça. Ça amène des complexités. Mais à tout le moins, ça, c'est comme ils ont intégré une section et un département avec une enseigne qui fait référence et qui est reconnue. À part ça, dans les autres exemples ou dans les différents autres groupements, on n'a pas vu ce phénomène-là se produire. En tout cas, ils ont chacun leur solution ou leur proposition pour répondre aux nouveaux besoins, mais pas de façon aussi marquée que celle de l'expérience IGA. D'accord. Alors, j'imagine, Monsieur Gottsman, que cette réalité est un petit peu différente au niveau de la France. Quand on parle de sous-traitance, justement, en matière de shop-in-shop, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est quelque chose d'apprécié? Ou est-ce qu'on est plus dans le shop-in-shop vraiment intégré à l'intérieur du magasin par des employés du magasin, donc avec des corps de métier, en fait, qui sont ajoutés? Alors, oui. Non, on a les deux. En fait, on n'est pas très éloigné de ce que vient d'évoquer Denis. Évidemment, les législations en matière sociale sont forcément très différentes et elles sont, en France, très contraignantes. On est réputé pour avoir le code du travail le plus compliqué du monde. Mais les deux cas existent. Le premier cas, qui est effectivement l'enseigne qui va développer lui-même un shop-in-shop. Par exemple, la plupart des enseignes ont développé depuis 10 ans des rayons bio dans lesquels on va retrouver tout le bio avec un univers de décoration particulier, et ces rayons sont exploités par le personnel des magasins. Voilà, c'est une organisation interne à l'entreprise qui est un petit peu différente, mais qui ne change rien sur le fond. Il y a en revanche de plus en plus de rayons sous-traités, en alimentaire comme en non-alimentaire. Alors en non-alimentaire, c'est de plus en plus fréquent. Vous avez des exemples de partenariats, pour prendre des marques très connues, Carrefour, qui a, dans un certain nombre de magasins, pas tous, de loin de là, sous-traité, par exemple, les produits électroniques à la Fnac ou à Darty, par exemple. Vous avez des associations entre des grandes enseignes et des enseignes d'habillement pour sous-traiter le textile. Ce sont des choses qui existent. Avec des résultats qui sont mitigés, parce que si c'était aussi réussi que ça, je pense que le développement irait beaucoup plus vite que ce qu'on connaît. En alimentaire, puisque c'est ce qui nous concerne plus aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas de figure. Le plus ancien, le plus diffusé aujourd'hui, c'est l'espace sushi. À peu près toutes les enseignes aujourd'hui ont un rayon sushi, et ces rayons sushi sont en général exploités par d'autres entreprises dont le métier c'est de faire des sushis, tout simplement. Alors, il se trouve que j'ai eu l'expérience, là encore par le passé, d'un moment où nous avions, chez Auchan, dont j'étais à l'époque directeur de magasin, essayé de faire nous-mêmes les sushis, c'est-à-dire d'apprendre le savoir-faire, de former nos équipes à le faire, etc. Ça pose des tas de problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, nos conventions collectives, le coût du travail ne collait déjà pas tout à fait, mais surtout, le professionnalisme requis sur la fabrication de sushis. Je vous ai dit tout à l'heure que déjà j'avais du mal entre la boulangerie et la boucherie, alors les sushis, je ne vous raconte pas. Et donc il faut des gens pour savoir faire les choses. Ça veut dire qu'il faut des gens pour les manager qui savent faire les choses. Et là, il y avait évidemment un intérêt à sous-traiter à des gens dont c'est le métier. Et je crois qu'on le comprend assez bien. Depuis, il y a eu des expériences sur des choses qu'on appelle par exemple la fraîcherie ou la fraîche découpe, où des magasins ont sous-traité à d'autres le fait de vendre des fruits et légumes découpés, frais,
parce que ça permet, en externalisant l'activité, également d'améliorer les charges, les coûts salariaux qu'il y a au travers de ça. Et puis beaucoup d'essais, beaucoup de réflexions se sont faites autour. Moi je pense qu'il y a 2 limites à cet exercice. La première, je l'ai déjà un peu évoquée, c'est celle de la cible client, de la cohérence, et finalement on peut s'associer ou sous-traiter des choses à d'autres, qui vont d'ailleurs afficher leur propre bannière dans le magasin, si en fait leur cible est cohérente avec celle du magasin, je vais dire du magasin mère, du magasin dans lequel on rentre. C'est très important pour que le client comprenne la cohérence. Et le deuxième élément, il est peut-être plus important encore. Ça vaut dans nos métiers, mais ça vaut dans tous les métiers. Je pense que, alors, le pape du management, Peter Drucker, je crois, disait que votre métier secondaire est toujours le métier premier de quelqu'un d'autre, et donc il appelait à la sous-traitance, à donner nos tâches secondaires qu'on ne fait pas très bien à ceux qui le font bien, c'est vrai. Mais justement, à l'inverse, on ne délègue pas sa raison d'être. Et quand j'entends, je l'ai vu, certains commerçants parfois alimentaires se demander s'ils ne vont pas déléguer les fruits et légumes, ça me pose une question de fond. Parce que c'est quoi un commerçant alimentaire s'il délègue un rayon aussi central dans la raison d'être du commerce lui-même que le rayon fruits et légumes? Donc là, j'ai envie de dire de façon un peu provocante, soit il apprend à le faire, parce que s'il se pose la question, c'est qu'il a un problème, soit il apprend à le faire, il prend les ressources pour le faire, soit il doit changer de métier et devenir promoteur immobilier, et il donne la surface à quelqu'un qui fait son métier. Mais si on se pose la question de déléguer sa raison d'être, c'est qu'on n'a plus de raison d'être. Monsieur Gendron voulait rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que là, la foire alimentaire, on est loin de justement du magasin alimentaire. Oui, allez-y. Je pense que Philippe a amené d'excellents points. Pour ma part, et je suis en accord avec lui que déléguer quelque chose que vous ne faites pas, que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas l'expertise, à quelqu'un dont c'est le travail premier, est la bonne chose à faire. Mais il faut aussi nuancer quelles sont les choses qui peuvent être passées en sous-traitance. Je sais et je regarde actuellement, il y a eu une forte croissance des mets préparés, soi-disant en magasin. La préparation de ces recettes-là plus standardisées, tout ça, puis dépendamment du nombre de points de vente impliqués. Auparavant, c'était fait en magasin. Et la recette, et je vais utiliser un exemple assez évident. Faire de la sauce à spaghetti, sauce pour pâtes, chacun sa recette. Donc, d'un magasin à l'autre, si vous voulez avoir une continuité dans les goûts, dans les recettes des standardisées, ça, on a vu certains détaillants qui ont passé en sous-traitance ces secteurs-là. Donc, les produits arrivent, sont réemballés pour la vente en magasin, en portions, mais sont préparés à l'extérieur du point de vente et amenés au point de vente à travers les réseaux de distribution. Mais c'est pas affiché sous un autre nom, c'est vraiment la marque commerciale du détaillant qui est affichée sur les produits, comme quoi ces produits-là ont été préparés ou emballés en magasin. C'est à peu près là l'exemple de sous-traitance que je peux voir qui peut être qui est existant actuellement. Ce qui nous amène directement, Monsieur Gendron, vous faites toujours parfaitement les liens à la troisième question du jour, à savoir le prêt-à-manger. Donc, vous parliez de plats préparés, le prêt-à-manger. Là, on voit qu'il a énormément, en tout cas ici au Québec, évolué au cours des dernières années, et je dirais même de la dernière année, énormément. On est très loin maintenant, comme vous le souligniez auparavant, peut-être des produits qu'on pouvait trouver il y a pas encore si longtemps sur les étals en termes de prêt-à-manger. Est-ce que la situation aussi a beaucoup évolué en France et en Europe, peut-être au-delà, sans doute le savez-vous, Monsieur Gutman, en ce qui a trait au prêt-à-manger? Oui, alors la crise, effectivement, a joué un rôle là-dedans, mais vous allez voir que c'est assez contre-intuitif. D'abord, l'évolution du prêt-à-manger est très forte, effectivement, mais pas
sur une échelle court terme, elle l'est en fait depuis 20 ans. Je vais vous donner un chiffre qui me frappe beaucoup pour la France. Hein. Vous savez que la France est un pays, par rapport au Canada, par rapport à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui est assez en retard dans la consommation hors domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, en France, 6 repas sur 7 étaient pris à domicile et 1 repas sur 7 uniquement pris à l'extérieur. Je parle des repas de midi et du soir, je ne compte pas le petit déjeuner. Ce même rapport aux États-Unis, il est de 1 sur 2, en Grande-Bretagne de 1 sur 3. Donc on est plutôt un pays où historiquement on mange à table, vous le savez, ça fait partie du charme français, on mange à table, en famille, un repas. C'est vrai, mais ça évolue très vite. C'est-à-dire que le 1 sur 7, qui était encore il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il n'était déjà plus avant le Covid que de 1 sur 5 à 1 sur 6. Donc une évolution très forte. J'en veux pour preuve qu'en 20 ans, l'augmentation du nombre de repas consommés en France, simplement liée à l'augmentation de la population, cette augmentation-là, elle a été captée à 80% par la consommation hors domicile. C'est-à-dire les cantines, les restaurants, mais également tout ce qui est fast-food, prêt-à-manger, enseignes de sandwichs divers, qui ont capté ça. Et c'est surtout ce type d'enseigne qui a pris cette croissance-là. Et en fait, la croissance du nombre de repas donc dans ce hors domicile a été de 55% en 20 ans, alors que dans la distribution classique, elle n'a été sur 20 ans que de 5%. Donc l'évolution, elle est très forte. Évidemment, arrive la crise Covid, on ferme les restaurants, on n'a plus le droit de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Comme partout, on a vu les linéaires de farine, d'œufs être en rupture, et on a eu cette idée que les gens, ça y est, recommençaient à faire la cuisine chez eux. Ça, c'était le premier confinement. Le deuxième confinement, on a vu une explosion du surgelé, des plats cuisinés, etc. Donc déjà, on est dans des logiques de prêt-à-manger. Là, on est en train de rouvrir les restaurants. Les salles de restaurants ont rouvert en France la semaine dernière. C'est un démarrage encore timide. Les terrasses, par contre, sont pleines. On manque de personnel. Mais ce qui se dessine, c'est plutôt qu'effectivement, au sortir de la crise, l'accélération des comportements, des modes de vie, de la digitalisation, de la livraison à domicile, vous savez, les Uber, les Deliveroo qui livrent à domicile, font qu'on est de plus en plus, effectivement, dans une consommation de prêt-à-manger, que ce soit des sandwichs ou des plats qu'on vient se livrer à la maison. Et donc, c'est un énorme défi pour les commerçants, ceux qui vendent finalement des yaourts ou des boîtes de conserve, de se dire, on ne doit plus vendre des paquets que les clients vont cuisiner chez eux, mais il faut vendre la solution repas et éventuellement la livrer. Et donc on a une forme d'hybridation de toutes les formes de commerce qui servent à nourrir les gens, les restaurants, encore une fois les fast-food, les cantines, les hypermarchés, les commerces de bouche. On en parlait aussi en préparant cette émission, les commerces de bouche, les bouchers de quartier, les fromagers de quartier, etc., qui eux ont fait une année, l'année dernière, extraordinaire, ils ont considérablement progressé, eh bien, tous ces gens-là font en fait le même métier, ils nourrissent la population. Et le digital a fait que tout ça est en train de s'hybrider. Donc c'est un défi passionnant qui est devant nous. Effectivement, de ce côté de l'Atlantique, au niveau québécois, on sait que les Québécois, c'était pas 6 repas sur 7 à la maison en général. Ils sont des gens qui aiment bien, je pense traditionnellement, se rendre au restaurant. Donc je ne sais pas quelles sont les statistiques à ce sujet-là, mais qui aiment bien consommer du prêt-à-manger. Donc déjà quelque chose de déjà préparé. Alors justement, quels sont les défis pour les épiciers en termes de prêt-à-manger, Monsieur Gendron? Au départ, je vais revenir un peu sur ce que la COVID a créé aussi, un phénomène qui était existant dans une mesure très limitée, mais qui a finalement eu une ampleur importante, et je vais m'expliquer assez rapidement. La COVID a frappé, les restaurants ont fermé. Les gens ont... Les commerçants et les détaillants de tout ordre, Philippe a parlé des petits, mais même les grands, ont connu une croissance des ventes à 2 chiffres de façon continue durant toute la période de COVID. Pourquoi? Parce que les gens n'allaient plus au restaurant, donc consommaient plus à la maison. Mais ce que ça a amené, c'est un sous-phénomène que les gens ont peut-être sous-estimé, mais qui a connu
beaucoup de succès pour plusieurs des détaillants. On a amené les produits que les gens aimaient aller consommer au restaurant en magasin, sous les marques des restaurants. Autant après en mets préparés, même en mode surgelé, que ce soit des marques de restaurants comme Saint-Hubert, la Cage au Sport, donc des restaurants très bien, très connus, qui offraient des différents produits et qui se sont retrouvés sur les étalages des magasins et qui ont connu de bons succès parce que les gens s'y référaient et étaient habitués d'aller les consommer et là, pouvaient les avoir à la maison. Même de ces restaurants-là qui n'avaient pas le service de livraison auparavant ont développé leur propre service. Mais tout ça, ce que ça a amené aussi, c'est que dans l'offre de produits, de mets préparés en magasin, il y a eu comme un élargissement à travers des marques, comme je viens de mentionner, de restaurants, à travers des produits que les gens aimaient aller consommer en restaurant qui ont été raffinés ou redéveloppés et rendus disponibles en point de vente. Donc, les mets préparés ont connu une croissance d'une certaine mesure pour justement répondre à ces besoins-là. Et à l'inverse, parce qu'un bon nombre des points de vente où les gens allaient acheter des mets préparés, souvent c'était pour des gens qui travaillaient à l'extérieur, près des bureaux, ou qui s'amenaient des repas, des mets préparés pour leur repas du midi ou même du soir. Parce qu'il était allé travailler à l'extérieur et que c'était des solutions rapides pour eux. Donc, il y a comme les effets de balancier qui ont joué dans tout ça. Mais est-ce que les mets préparés, il y a toujours le défi de maintenir l'offre, adapter l'offre. On parle toujours des changements de clientèle et tout ça, et changements d'habitude de consommation. Mais ça a connu du succès. Là où il y a eu aussi une problématique, bon nombre de détaillants ont créé des espaces de consommation sur place, à même leur point de vente, un espace une section où les gens ont des tables où ils peuvent s'asseoir, aller manger. Avec les restrictions de la COVID, tous ces espaces-là ont été fermés, puis il y en a qui avaient des comptoirs chauds, des comptoirs de services étendus, et se sont retrouvés avec des espaces de vente qu'ils ne pouvaient même plus utiliser ou qu'ils ne pouvaient pas maximiser. Donc, pour certains, ça a engendré des problématiques à gérer. Mais tout ça dit, est-ce que ça a impacté négativement la consommation de mets préparés? Je sais que les chiffres vont démontrer qu'il y a eu des hauts et des bas, mais que dans l'ensemble, il y a une croissance et surtout la diversification qui a été ajoutée, je pense, vient aussi influencer positivement les résultats. Parce que cela va rester, selon vous, hein? C'est pas la fin de la pandémie qui va arrêter ce processus-là, hein? Non, parce que je pense que ça s'est intégré dans les habitudes de consommation des gens. Quand on parlait de sélection de produits, des choses qu'ils aiment, qu'ils vont revoir sur leur liste et qui se disent, si j'ai pas le temps d'aller au restaurant ou j'irai peut-être moins, mais je vais pouvoir au moins avoir consommé les produits que j'aime de ces restaurateurs. D'accord. Monsieur Gutzmann, le mot de la fin, est-ce que vous voudriez greffer un petit quelque chose à ce que Monsieur Gendron a expliqué? Non, de façon plus générale, je partage ce qui a été dit. Et de façon générale, je pense que la crise de la Covid, dont j'espère, comme tout le monde, qu'on est en train d'en sortir, en fait, elle ne change rien sur le fond. La consommation, et particulièrement la consommation alimentaire, elle est sous-tendue par des évolutions sociodémographiques et géographiques également. Mais le sociodémographique n'a pas été du tout impacté en fait par la crise Covid. Quand je dis sociodémographique, c'est la structure des ménages. Le sujet qui touche la consommation, c'est est-ce qu'on vit à 4 ou est-ce qu'on vit à 2 ou est-ce qu'on vit seul? Ça change la consommation. Est-ce qu'on vieillit? Est-ce que nos besoins nutritionnels sont différents? Ça change la consommation. Mais le fait qu'on ait été confiné et qu'on déconfine, le fait qu'évidemment, et malheureusement, il y a eu beaucoup de décès, mais sur des populations, il faut le dire aussi, qui sont majoritairement très âgées, ça ne change pas la structure de la consommation. L'élément le plus important de la crise, c'est l'accélération, si vous voulez, c'est l'accélération de l'adoption de certaines technologies digitales qui existaient avant, et qui se développaient, mais qui nous ont obligés, en peu de temps, tous de les adopter. Et notamment sur des populations qui ne l'avaient pas. Moi, ce qui me frappe le plus, par exemple, en France, où on est très fort sur le modèle Drive,
et donc le e-commerce alimentaire par le biais du drive. Ce qui est le plus frappant, c'est que le drive a doublé de taille à peu près en un an, mais il n'a pas doublé de taille de façon homogène. C'est qu'en fait, toute une population de clients, de consommateurs seniors, qui n'étaient pas consommateurs du drive parce que ce n'était pas leurs habitudes, ont été contraints de s'y mettre, et maintenant ils y sont. Et donc ça change pour le coup, ça change la structure sociologique des consommateurs du drive, mais pas de la consommation en général. Et tous les mouvements qu'on a pu évoquer dans ce podcast et dans les deux précédents, sur les évolutions de consommation, eh bien elles restent assez constantes, même si elles accélèrent. D'accord, ce point de vue est intéressant, en tout cas vraiment très intéressant. Merci beaucoup Monsieur Gottsman, merci beaucoup Monsieur Gendron. On pourrait évidemment parler de tout cela pendant des heures et des heures, mais il faut le clore ce podcast, donc je vous remercie tous les deux d'avoir été des nôtres et j'invite nos auditeurs et auditrices à écouter nos 2 autres podcasts de la série avec nos 2 experts invités, à savoir un podcast sur l'expérience d'achat ainsi qu'un podcast sur le local. Merci à tous et bonne journée.